bienvenue. L'information sur RTI 1, ça maintenant. Et nous sommes ravis de vous retrouver. Dans les titres, Ibrahim Thiaw, sous-secrétaire général des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, a été reçu par le Premier ministre ivoirien. Il est à Abidjan dans le cadre des préparatifs de la COP 15 qui va se tenir en Côte d'Ivoire en mai 2022. Ils ont annoncé une grève pour revendiquer la mise en application de la loi portant réforme hospitalière. Les syndicats du secteur de la santé ont été reçus par le ministère de la Santé pour en discuter. Ils ont été rassurés du fait de la bonne avancée de ce dossier déjà en cours de traitement. 13 chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO sont à Abidjan. Les défis sécuritaires de l'espace sous-régional sont sur la table des échanges, avec en première ligne la lutte contre le terrorisme. C'est la 41e réunion ordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Et puis la force Barkhane qui a baissé son drapeau à Tessalit. Après 8 ans, cette base a été rétrocédée aux forces armées maliennes. Dans quelques semaines, l'armée française rendra également son poste de Tombouctou pour se concentrer plus au sud, à Gao, Ménaka et Gossi. Merci de vous informer sur RTI 1. Il est à Abidjan dans le cadre des préparatifs de la COP 15 de mai 2022. Le sous-secrétaire général des Nations Unies, Ibrahim Thiaw, a été reçu par le Premier ministre Patrick Hachi. Le point de leurs échanges avec Alexis Ouedraogo. Vagues de chaleur intense, inondations incontrôlables. La planète victime des agressions des modes de vie réagit avec des conséquences importantes, notamment sur la productivité des terres. Si les terres se dégradent, on affaiblit notre capacité à produire et donc on affaiblit notre économie. 99% de notre aliment vient de la terre. On n'a souvent pas fait le lien entre les habits que nous portons et la terre. Vous savez que le coton est produit sur terre. C'est une des activités agricoles les plus importantes dans le monde et c'est aussi une activité qui peut entraîner la dégradation des terres. Nous devons assurer que les générations à venir, nous leur léguons aussi quelque chose qui leur permettra de s'épanouir. Ce mercredi, à la primature, le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification est venu échanger avec le chef du gouvernement. La Côte d'Ivoire enregistre un taux de déforestation élevé, d'où son engagement à abriter la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. La 15e session aura lieu ici au mois de mai 2022. C'est un grand événement, c'est probablement pour nous la première fois en tant que Nations Unies que nous organisons une conférence d'une telle ampleur sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est un grand honneur pour moi d'avoir la confirmation du Premier ministre que cet événement aura lieu. À ce jour, 3 sur 4 hectares de terres émergées dans le monde restent impactés par l'homme. La Commission économique et financière de l'Assemblée nationale a examiné et adopté les projets de budget de plusieurs ministères, notamment le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Défense et celui des Affaires étrangères. Retour en images sur cette séance de grand oral avec Dangui Dangui. Questions, observations, suggestions. Les députés ont manifesté de l'intérêt pour les programmes portés par la ministre de l'Éducation nationale dans le cadre de l'amélioration du système éducatif ivoirien, avant d'adopter les 1087 milliards de francs CFA de projets de crédit ouverts au profit de ce ministère. Le secteur éducation-formation a vu son budget adopté. Ce n'est pas à la majorité, mais à l'unanimité. C'est très important. Ça veut dire que la question de l'éducation et de la formation est au cœur des priorités des Ivoiriens. Les projets de budget du ministère de l'enseignement technique et celui de l'enseignement supérieur, respectivement d'un montant de 135 milliards de francs CFA et 260 milliards, ont été également adoptés à la même occasion. Juste avant, la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale a adopté à la majorité le projet de budget du ministère de la Justice, 81 milliards de francs CFA, et celui du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, 539 milliards, les comptes spéciaux du Trésor y compris. Le projet de budget de 378 milliards de francs CFA du ministère de la Défense, en baisse de 3% par rapport à celui de 2021, a été également adopté. Au vu des questions qui nous ont été posées, nous avons compris tout l'intérêt que les députés portent
à ces questions de sécurité, de défense et de justice. Et nous voudrions encore une fois de plus les remercier pour nous avoir compris. Après des débats, les députés ont également adopté le projet de budget du ministère de l'intégration africaine et de la diaspora, 87 milliards de francs CFA, et celui du ministère des Affaires étrangères, 109 milliards. Ce budget va nous permettre de répondre à la nouvelle orientation donnée à la diplomatie ivoirienne par le président de la République, à savoir mettre l'accent sur la diplomatie économique. Le grand oral des membres du gouvernement en vue de défendre et de faire adopter en commission les projets de crédit qui leur sont ouverts a commencé ce mardi et se poursuit jusqu'au vendredi. À Yamoussoukro, le chef du village de Nzouessi a été installé. Les 4 émissaires du gouvernement présents pour cette installation officielle avaient un message unique, la paix. Ils ont exhorté les populations de Yamoussoukro, avec en premier rang les têtes couronnées, à maintenir la paix dans les villages. Soro Corona. Respect du mode de désignation du chef et de gestion du village de Nzouessi, commune de Yamoussoukro. Mode de désignation basé sur une rotation dans les 4 quartiers du village. C'est le respect de ce processus qui porte Nana Adi Kofi Akwa II à la tête de Nzouessi. Il est intronisé dans la pure tradition Akan en présence des 4 membres du gouvernement. Tout en saluant l'union des populations dans le choix du chef, le ministre Amédée Kouakou appelle au respect de l'autorité coutumière. C'est de prier pour que le chef puisse accomplir sa mission, qui est de se mettre au service des populations de Nzouessi. Le ministre-gouverneur Augustin Thiam a pour sa part salué les nombreux efforts déployés par le président de la République Alassane Ouattara afin que la paix soit palpable et ressentie dans le quotidien des Ivoiriens. Nous sommes conscients de tous les efforts qu'il déploie pour la paix. Nous sommes conscients de tous les investissements qui sont réalisés ici à Yamoussoukro. Et dites-lui simplement que nous lui disons merci. Cela fait 11 ans que nous vivons dans une paix continue et que grâce à cette paix, le pays avance. Le parrain de cette cérémonie d'intronisation a mis un point d'honneur sur les notions de cohésion, d'amour et de développement. Les chefs traditionnels sont invités par les ministres Bertin Kouna Kouadio et Souleymane Diarra-Souba à être les relais des actions du gouvernement au plan local pour la promotion de la cohésion sociale et la paix. Dans un village, il n'y a pas de paix autour du trône. Comment voulez-vous donner des leçons aux enfants et aux femmes du village? Je voudrais inviter toutes nos têtes couronnées à demeurer les garants de la paix et de la cohésion nationale et surtout dans la ville du président Félix Houphouët-Boigny, dont la grande sagesse a permis de s'aimer les graines de la paix. Nana Adi Kofi Akwa II est le 9e chef du village. Nzouessi est composé des quartiers de Kekreno, Nguessankoro, Afouekoro et Lomo. Abidjan abrite la 41e réunion ordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Les travaux ouverts par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, vont porter durant 3 jours sur des questions sécuritaires qui minent l'espace, notamment le terrorisme. 13 chefs d'état-major sont présents pour cette réunion. Abou Sanogo. Solidarité sous-régionale face à des défis sécuritaires communs. C'est de cela qu'il sera question au cours de la 41e réunion ordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 13 chefs militaires de la sous-région ouest-africaine sont à Abidjan pour discuter des questions sécuritaires qui minent l'espace régional commun, notamment le terrorisme. Cette 41e réunion devait donc être pour nous l'occasion de renouer avec notre mécanisme de concertation face aux nombreux défis qui sont les nôtres et qui ne peuvent être relevés que par une approche collective, une synergie d'action, une solidarité active entre nos armées. Les objectifs de la 41e réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO sont clairs. Ce sont entre autres la question de la menace terroriste. Nous parlerons aussi de la rotation du personnel de la force en attente de la CEDEAO et ceux de la division des opérations de soutien à la paix de l'état-major de la force de la Task Force. Il vous sera aussi fait le point de la réunion du sous-comité des chefs d'état-major de la marine que vous avez bien voulu mettre en place. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, appelle à la mutualisation des efforts. Face aux menaces multiformes, hybrides
et transnationales auxquelles nous sommes confrontés, nous n'avons d'autre choix que d'agir ensemble. Nous devons mettre l'accent sur la recherche de solutions réalistes et adaptées à notre environnement. En agissant de la sorte, nous mettons en place les conditions d'un climat propice au développement de nos pays respectifs. Le comité des chefs d'état-major de la CEDEAO est un organe de soutien aux institutions de la CEDEAO. Il est présidé de façon tournante par le chef d'état-major du pays, dont le président exerce la présidence de la conférence des chefs d'État. Et direction l'Afrique du Sud, la foire commerciale intra-africaine est à son 3e jour à Durban. Pour cette journée, la Côte d'Ivoire est à l'honneur. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a présenté les opportunités d'affaires dans le pays. Nos envoyés spéciaux, Kiri Adama et Jean-Jacques Comé. Centre commercial international de Durban, Hall 2. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra coupe le ruban qui marque l'ouverture officielle du pavillon de la Côte d'Ivoire. Plus de 30 exposants des différents secteurs de l'économie ivoirienne présentent aux visiteurs leurs produits. Pour les visiteurs, l'occasion est bonne de nouer des contacts et avoir des informations sur certains produits, notamment le cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. J'avais juste une idée, mais quand je suis venue ici, elle nous a expliqué et là maintenant j'ai une bonne compréhension comment on peut obtenir le chocolat et à partir du cacao, comme différents produits peuvent ressortir à partir juste du cacao. On est intéressé aux produits de la Côte d'Ivoire. Nous investiguons pour consolider nos liens avec les opérateurs économiques ivoiriens. Le chef de la délégation ivoirienne a visité tous les stands pour apporter le soutien du gouvernement. Il était important de faire cette visite pour montrer déjà aux différents investisseurs et opérateurs économiques les produits qui sont fabriqués en Côte d'Ivoire, les produits qui sont disponibles en Côte d'Ivoire et également démontrer qu'il y a déjà un savoir-faire existant en Côte d'Ivoire en matière de transformation de produits et également en matière d'existence d'opportunités pour ce qui concerne la transformation de nos produits agricoles. Retour à la cérémonie officielle de la journée de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud et les représentants de la Commission de l'Union africaine ont insisté sur les obstacles à la zone économique de libre-échange commercial ZELCAF. Le ministre Souleymane Diarra a pour sa part relevé l'importance du commerce intra-africain. 16% selon un rapport de la Banque africaine de développement. Il faut inverser la tendance et cela passe par une diversification des échanges commerciaux. La présente rencontre représente donc une opportunité pour rappeler que la Côte d'Ivoire demeure une destination privilégiée pour tous les investisseurs, compte tenu de la place prépondérante accordée au secteur privé dans la mise en œuvre du PND. Une des priorités du gouvernement reste d'attirer des investissements directs et étrangers et également de promouvoir le commerce intra-africain. C'est dans cette dynamique que le ministre Souleymane Diarra a présenté à certains investisseurs les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire. Après l'Afrique du Sud, on se dirige vers la France. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique y est pour travailler à consolider les acquis en termes notamment de coopération et envisager de nouvelles perspectives. Le contrat de désendettement et de développement C2D a permis la signature de plusieurs accords et partenariats en faveur d'étudiants et de chercheurs ivoiriens. Les étapes de cette tournée avec Clément Boko et Sephora Zegui. École polytechnique de Paris. Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, y fait une incursion afin de présenter son projet de création de classes préparatoires au sein des universités ivoiriennes. Nous avons été très heureux aujourd'hui d'échanger sur les partenariats entre la Côte d'Ivoire et l'école polytechnique. Coopération qui existe depuis de nombreuses années, en particulier avec l'INPHB, qui consiste d'abord avec le fait d'avoir de plus en plus d'étudiants ivoiriens à l'école polytechnique, d'avoir également des développements de formation communes, que ce soit dans le domaine du développement durable, dans le domaine des data science, et puis également dans le développement de la formation de professeurs, en particulier aussi avec le lycée Louis-le-Grand. Nous allons bénéficier de tout l'accompagnement de Polytechnique, à la fois pour l'INPHB, mais également pour les futurs partenariats qui seront tissés
entre Polytechnique et les universités publiques ivoiriennes. La délégation a ensuite mis le cap sur l'Université Paris-Dauphine, où un partenariat avec l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny va engager une réforme des programmes académiques et le perfectionnement des enseignants. Nous mettons dans ce cadre à disposition notre expérience, nos compétences, à la fois en termes scientifiques, de contenu, mais aussi en termes d'ingénierie de programmes, de mobilisation des entreprises, de professionnalisation des étudiants au service de l'SKE et de l'INPHB. Fini les visites des universités, Adama Diawara est reçu par le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Au centre des échanges, l'état d'avancement des projets en cours et le point des nouveaux chantiers. Il y a parfois une difficulté à employer nos diplômés qui sortent de l'université, ou alors ils sont sous-employés dans des emplois sous-qualifiés. Et donc l'idée, c'est de donner un complément de formation, de donner des outils supplémentaires aux étudiants avant leur sortie sur le marché de l'emploi, alors qu'ils sont encore étudiants, ils sont encore apprenants, pour augmenter leurs chances de trouver un travail décent. Au lendemain donc, de la signature de ce 3e C2D, nous avons un sentiment de satisfaction devant l'exécution des premières phases des partenariats qui ont eu lieu avec plusieurs institutions. Des formations que l'université virtuelle dispense actuellement sur le numérique, c'est de faire en sorte que les formations continuent pour les étudiants qui n'auraient pas validé les unités d'enseignement 2 années consécutives, qui basculent donc en formation continue, et ces formations continues seront assurées en ligne par l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et dans ce nouveau paradigme, l'université virtuelle sera accompagnée par l'AUF. Sur l'ensemble des 3 contrats de désendettement et de développement C2D, ce sont plus de 100 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Avant le démarrage de cette mission, la délégation a présenté ses civilités à Maurice Kwaku Bandama, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Le représentant diplomatique ivoirien a fait un plaidoyer pour une meilleure prise en charge des étudiants ivoiriens en France. Ici, en Côte d'Ivoire, dans le secteur de la santé, suite à un mot d'ordre de grève de la coordination des syndicats, le ministère de tutelle a suscité une rencontre afin de désamorcer la crise. La mise en application de la loi portant réforme hospitalière est au centre des revendications et la tutelle rassure, le processus est en bonne voie. Salima Toudia. Ce mercredi 17 novembre, au CHU de Cocody, c'est le service minimum qui est assuré. Aux urgences, à la pharmacie ou encore au bloc opératoire. C'est la grève à la santé. Le mot d'ordre a été lancé par la coordination des syndicats du secteur santé, Cordi Santé SICAMSI. La fêtière revendique la mise en application de la loi sur la réforme hospitalière promulguée en juillet 2019. Depuis 2 ans, aucun décret d'application ni arrêté n'a été pris, déplore-t-elle. La réforme en question prend en compte le renforcement des infrastructures et des capacités des ressources humaines ou encore l'autonomisation financière des hôpitaux. Pour le ministère de la Santé, la grève n'a pas lieu d'être. La réforme est avant tout une volonté de l'État qui vient rendre davantage performant le système sanitaire. Le processus d'élaboration des décrets d'application de cette loi qui a été prise en 2019 a été participatif et inclusif avec les parties prenantes du secteur de la santé, secteur connexe et la société civile. Les décrets d'application de la réforme hospitalière sont sur la table du gouvernement. Nous voulons ici, à travers les médias, appeler une fois encore à la raison. Nous voulons rappeler que nous sommes à la fin du processus. Il s'agit d'une question d'agenda. Ces projets de décrets seront examinés au prochain Conseil de ministres. Ne soyons pas attachés au fétichisme des dates. Le plus important est que ces tests, fruits des efforts de l'ensemble des acteurs du système de santé, puissent être signés et promulgués et que leur mise en œuvre soit effective. Pour rappel, seule la fêtière Cordi Santé SICAMSI sur les 4 fêtières de syndicats est en grève pour une durée de 4 jours. Les agents de santé sont en première ligne dans la lutte contre la Covid-19. Nous vous proposons maintenant le point pour ce 17 novembre.
La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 13 nouveaux cas de Covid-19, 29 guéris et 0 décès. 3 962 628 doses de vaccins ont été administrées. Et le ministère de la Santé rappelle que la vaccination est gratuite et volontaire. Le coronavirus impose son dictat en Irlande. Le pays entre dans une nouvelle phase de restriction à compter du vendredi 19 novembre prochain. Le secteur du divertissement est le plus touché. Les bars, restaurants, boîtes de nuit devront fermer à minuit, moins d'un mois après la levée du précédent couvre-feu. Le pass sanitaire est désormais étendu au théâtre et au cinéma. Le gouvernement recommande fortement à ceux pour qui c'est possible de télétravailler dès ce vendredi. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté se tient aux côtés des familles sinistrées de Bangerville. Une dizaine d'habitations parties en fumée avec un lourd bilan, 2 pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels sont à déplorer. Franck Wadio. 600 mètres carrés d'habitat précaire partis en fumée. Le lundi 15 novembre, journée de la paix, Angoto, Sodépalme, quartier périphérique de Bangerville. Isidore, jeune maçon, peine encore à s'en remettre. Sa fille fait partie des 2 victimes ayant perdu la vie lors de l'incendie. Le 13, là, ma fille qui partait à l'école, tout de suite l'a tuée. Moi, je n'avais rien ici, elle me débrouiller. On m'appelle que ma maison a pris feu. Je viens, tout est là parti. Mon enfant, tout ce qui était dans la maison, mon enfant, tout. C'est ce que j'ai porté pour sortir, c'est ça qui est resté sur moi. Isidore et une compagne aujourd'hui inconsolable et la seconde victime, une femme d'âge mûr. 2 décès et des dégâts bien visibles. Miss Belmondogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, est venue leur apporter la compassion du gouvernement, des vivres et non-vivres, mais aussi des numéraires à chacune des familles sinistrées. Oui, ils m'ont remis les sacs de riz, les manger complets. Bon, ils m'ont donné de l'argent. Bon, ce sont déjà 1 million pour mettre sur moi, pour me débrouiller avec ça. Bon, je la remercie beaucoup pour pouvoir me soutenir, comme mes dieux, comme mes parents. À part, je n'ai personne. Je les remercie beaucoup que Dieu veille pour nous. Bangerville a connu un drame. 10 maisons ont été ravagées par un incendie qui a causé la mort de 2 personnes et des personnes aussi traumatisées qui sont encore à l'hôpital. Au nombre des personnes décédées, nous avons un enfant de 2 ans et une femme qui a la cinquantaine. Nous sommes venus apporter la compassion du gouvernement aux familles endeuillées, apporter le soutien moral et financier et le réconfort aux personnes qui ont vu les habitations ravagées par l'incendie. Mais au-delà du soutien et de la compassion du gouvernement, c'est demander aux populations d'être vigilantes et prudentes sur l'utilisation des bougies et du gaz. Ce sont des morts que nous aurons pu éviter. Aux côtés de l'autorité ministérielle, les autorités municipales et coutumières ont réaffirmé l'élan de compassion. Ils sont une 50aine de personnes au total impactées par ce sinistre à Ngoto, Sodépalme. La pouponnière Les Anges d'Adiaké célèbre ses 20 années d'existence. Donateurs, bienfaiteurs et organisations ont apporté de nouveau à cette occasion leur soutien aux jeunes pensionnaires. Lancine Ouattara. Jubilé d'émeraude pour la pouponnière Les Anges d'Adiaké, créée en novembre 1981 avec le soutien de la congrégation italienne des Sœurs des Pauvres. Le 10e enfant et puis les enfants handicapés étaient jetés dans les brousses. Avec cet amour pour ces enfants et cette peine qu'ils portaient, ils ont demandé aux Sœurs des Pauvres qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et c'est là qu'ils ont créé la pouponnière ici. Une série d'activités au menu de cette célébration des 40 ans de la pouponnière, dont une messe d'action de grâce au cours de laquelle plusieurs dons ont été faits. Moment de réjouissance et de témoignage d'amour pour ces enfants. Les premiers pensionnaires, il y en a qui sont grands, connaissant leur histoire, qui passent dans nos structures pour faire des dons. Et c'est une grande joie pour nous. Une même est passée célébrer son mariage. Elle a été adoptée en Europe. Et elle a voulu célébrer son mariage au sein de la pouponnière pour partager sa joie avec les autres. C'est vraiment une grande fierté. Ceux dont nous avons les nouvelles, beaucoup parmi eux ont réussi. 40 ans après, un sentiment de satisfaction des sœurs,
mais aussi un appel aux bonnes volontés pour permettre à la pouponnière de continuer d'apporter de l'espoir aux enfants. Les besoins se nomment en dehors des besoins alimentaires récurrents quotidiens que nous avons besoin d'un moyen de transport. On n'a pas de voiture adaptée à la pouponnière. Parrain des 40 ans du centre, le député maire d'Adiaké, Yensie Yakuba, est l'un des donateurs assidus. C'est un devoir pour nous de poursuivre cette œuvre-là, cette œuvre au service de l'enfance, cette œuvre au service de l'avenir de notre pays, parce que les enfants que nous sauvons, qui nous aident aujourd'hui à s'en sortir, c'est sûrement les bras valides des mecs qui travailleront pour la Côte d'Ivoire, pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Mon épouse et moi, nous le faisons, mais nous avons conscience que nous n'en faisons pas assez, nous ne pouvons pas faire ça seuls. C'est pour ça que nous n'hésitons pas souvent à interpeller par rapport à nos carnets d'adresse d'autres possibilités et d'autres bonnes volontés. En 4 décennies d'existence, la pouponnière a accueilli près d'1 millier d'enfants, orphelins ou abandonnés. Le Bureau national d'études techniques et de développement ouvre ses portes aux médias, des échanges au programme sur la mission et services du BNET et également une visite guidée des locaux. Alexis Odraogo. Des journalistes dans les locaux du Bureau national d'études techniques et de développement BNET. Ils sont venus mieux comprendre les missions, services et objectifs de la structure étatique. Toutes les infrastructures que l'on constate, que l'on remarque, sont le fait et le produit de la science, des études qui sont faites dans ce laboratoire. Sans le vouloir, tout en le voulant, le DG du BNET nous a conviés à une rencontre présentielle et on se rend compte que c'est un concept efficace qui peut être utilisé et mettre au service d'autres entreprises. On en sait plus sur ce que fait cette institution. C'est le bras séculier de l'État de Côte d'Ivoire en matière de projets, de programmes de développement. Pendant près d'1 heure, face aux journalistes, le directeur général Kinapara Koulibaly se prête aux questions. Le BNET est un bureau d'études qui travaille sous la direction des différents ministères pour s'assurer que les infrastructures qui sont construites sont bien construites et respectent leur cahier des charges. Ce cadre d'échange est une initiative de l'ONG Confrères Journalistes présidée par Moussa Traoré. Il se réjouit de l'engouement suscité par la rencontre. Notre rôle, c'est d'informer. Le minimum, avant d'informer, c'est soi-même être informé. Et c'est ce que nous faisons. Le BNET est représenté dans 16 pays avec une équipe de 1500 personnes. Il suit la réalisation de près de 200 projets chaque année. Le groupe Le Monde lance une version numérique de son média en Côte d'Ivoire. Le président du directoire, Louis Dreyfus, était sur le plateau du 13h ce mercredi. Votre groupe s'oriente vers l'Afrique et plus précisément vers la Côte d'Ivoire. Quelle est la nécessité de cette orientation? Quelles sont les raisons, si vous voulez? Dans l'histoire du monde, à plusieurs moments, on a cherché à développer une audience africaine en considérant qu'on avait des contenus qui pouvaient intéresser les audiences africaines. Mais produire et distribuer un journal papier, évidemment, en Afrique, était très compliqué. Le distribuer parce qu'il y avait un temps long, le produire, c'était coûteux. Aujourd'hui, compte tenu du taux d'équipement des ménages avec les téléphones portables et compte tenu de notre force en numérique, on peut aujourd'hui proposer des contenus francophones d'information. Pour vous donner juste quelques chiffres, moi j'ai pris mes fonctions à président du groupe il y a 11 ans, on avait 250 000 acheteurs quotidiens. Aujourd'hui, on a 500 000 personnes qui tous les jours achètent Le Monde, que ce soit en numérique ou en papier. On a au Monde l'objectif fin 2023 d'avoir plus d'1 million abonnés, beaucoup numériques, et on pense que sur ce million, on peut en avoir 10 à 15% qui soient des abonnés africains et notamment en Côte d'Ivoire. En termes de traitement de l'information de la part du groupe Le Monde, est-ce qu'il y aura une plus-value? Alors, on a deux choses. Sur des sujets plus généraux comme l'international, les sujets d'environnement, de planète qui passionnent les jeunes générations. Et pour ceux qui s'y intéressent, la politique française avec l'échéance de l'élection présidentielle en avril 2022, vous aurez plus et mieux que ce que vous pouvez trouver ailleurs parce qu'on a beaucoup de journalistes. Notre raisonnement au Monde est de réinvestir une partie des fruits de la croissance en développant la rédaction. La rédaction du Monde faisait 300 journalistes il y a 10 ans, elle en fait 500, elle continue à se développer. Et puis sur l'Afrique, et je sais qu'il y a une vraie appétence pour des contenus locaux, on a construit une équipe de 35 journalistes en considérant que les médias français avaient tendance à mal traiter l'Afrique, à traiter une actualité anxiogène qui pouvait être
des guerres, des catastrophes naturelles, mais que l'Afrique méritait plus et mieux, et qu'on pouvait raconter la transformation de l'économie africaine, la transformation de sa société, la culture africaine. Et c'est pour ça que je suis là, pour promouvoir cette offre du monde envers tout le public ivoirien à qui je recommande d'essayer nos contenus, parce que c'est vraiment des contenus de grande qualité. Dans l'actualité internationale, pour terminer, au Mali, le poste avancé de Tessalit a vu la baissée du drapeau de la force Barkhane. Après 8 ans, il a été rétrocédé aux forces armées maliennes. Dans quelques semaines, l'armée française rendra également son poste de Tombouctou pour se consacrer plus au sud à Gao, Ménaka et Gossi. C'est en juin dernier que la France a décidé de réorganiser son dispositif militaire au Sahel en quittant notamment les bases les plus au nord du Mali. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous également sur rti.info. Très bonne fin de soirée à tous.